Je commence tout de suite. Mourir comme un chien. L'expression désigne une mort misérable, douloureuse et solitaire. Misérable parce qu'elle échappe au regard, elle n'est pas reconnue comme par l'autre comme mort signifiante. Douloureuse parce qu'elle est souvent cruelle, elle peut avoir été infligée. Solitaire, la mort est toujours solitaire. Personne ne peut mourir à notre place, mais une mort solitaire désigne l'absence de commémoration et de sépulture. Mourir comme un chien est l'expression d'une mort anonyme, dénuée de paroles. C'est une mort hors du langage. C'est pourquoi on devrait sans doute dire périr comme un chien. Périr est synonyme d'anéantissement, d'un retour au réel qui inscrit le corps non pas dans le langage, mais dans la chaîne alimentaire. Pour Heidegger, l'expérience de la mort, elle est réservée au design, tandis que les animaux ne peuvent que périr. N'ayant pas, selon lui, ils n'ont pas de rapport à la mort comme telle. Et il associe l'incapacité de l'animal à mourir à son incapacité à parler. Alors il dit, la bête n'en est pas capable de l'expérience de la mort comme mort, mais la bête ne peut pas non plus parler. Mais il y a une ambiguïté. Est-ce l'incapacité de parler qui a pour conséquence l'impossibilité de mourir, ou encore l'incapacité à mourir de laquelle découle l'incapacité à parler? Et notons que Derrida privilégie cette seconde option dans son livre De l'esprit, Heidegger et la question. Mais dans les deux cas, aucun rapport à la mort ne serait possible hors du langage, selon Heidegger. Et l'instauration d'un rapport authentique à la mort réside pour le philosophe dans la capacité à appréhender la mort comme possibilité à venir, à entrer dans une temporalité finie, celle de la finitude, plutôt qu'infinie, où la mort se fait source d'angoisse pour l'être pour la mort. Alors on dit souvent que les animaux vivent dans le présent. On entend par là qu'ils ne se soucient ni de l'avenir ni du passé, et c'est en partie donc leur ignorance de la mort qui, selon cette interprétation, les confine à un éternel présent. Derrida nous incite cependant à nous méfier d'un discours comme Heidegger sur l'animalité, où les différences entre les espèces qui fondent justement des rapports au monde différents et donc à la mort sont évacuées. Alors il dit, contre ou sans Heidegger, on pourrait ou bien mettre en évidence 1000 signes montrant que les animaux meurent aussi, dans les différences structurelles innombrables qui séparent une espèce d'une autre, et devrait nous rappeler à la vigilance devant tout discours sur l'animalité ou la bestialité en général. Les animaux ont un rapport très signifiant à la mort, au meurtre et à la guerre. Même s'ils n'ont pas un rapport à la mort comme tel et au nom de la mort comme tel, ni du même coup à l'autre comme tel, à la pureté comme telle de l'altérité de l'autre comme tel. Mais l'homme non plus, justement. Ni l'homme en tant que design, à supposer désormais qu'on puisse jamais dire l'homme, et l'homme en tant que design de façon très rigoureuse. Et il se demande qui nous assurera que le nom, le pouvoir de nommer la mort, ne participe pas autant à la dissimulation du comme tel, de la mort qu'à sa révélation, et que le langage ne soit pas justement l'origine de la non-vérité de la mort. Alors, d'abord, je rappelle que le design heideggerien, ne s'applique pas à l'organisme vivant, mais seulement à l'existant. Et il faut aussi préciser, et je m'appuie ici sur la lecture de Fontanet dans Le silence des bêtes, que pour Heidegger, les animaux sont en fait privés de monde. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de s'ouvrir à la phénoménalité. Et cette privation n'est pas pour lui à entendre dans un sens péjoratif qui voudrait inférioriser l'animal, mais bien comme une ontologie privative. Donc, Derrida, lui, évoque la possibilité que l'être pour la mort soit finalement le lot de l'animal aussi. Et ce pour deux raisons, objections. Donc, de l'une, il se demande qu'est-ce qui prouve que le rapport à la mort de l'être humain soit plus signifiant que celui de l'animal. L'animal pourrait avoir un rapport à la mort qui passe par autre chose que le langage. Et dans les chants de Maldoror, par exemple, il y a ce passage où des bulldogs courent sous la pleine lune. Et la mère dit à son enfant qui les entend aboyer, « Ne tourne pas en dérision ce qu'ils font, ils ont soif insatiable de l'infini, comme toi, comme moi, comme le reste des humains. » Ce serait une autre manière de dire que les animaux ont un rapport signifiant au monde et à la mort. Et je reviens à Derrida, il souligne aussi la possibilité que le langage, en médiant notre rapport au réel, nous éloigne en fait, plutôt que de nous approcher de la mort comme telle.
Pour ma part, je m'avancerai qu'à une seule conclusion plutôt simple. L'être humain entretient en partie, du moins, un rapport linguistique à la mort, ce qui n'est pas le cas du chien. Pour se mettre à la place du chien qui meurt dans la fiction, on fait un détour par le langage. Et on est en quelque sorte limité par notre langage dans notre compréhension de la mort animale. Il faut faire un effort de décentrement pour s'en approcher. Et cette limite-là n'est donc pas nécessairement imputable à l'animal lui-même, elle nous revient également. Et De Fontanet écrit « C'est à l'horizon de nos pensées et de nos langues que se tient l'animal, saturé de signes. C'est à la limite de nos représentations qu'il vit et se meut, s'enfuit et nous regarde. » C'est donc cette saturation de signes que je vais essayer de déployer en analysant la fonction de la mort canine dans le texte. Et nous verrons que le chien, c'est une figure très chargée, qui charrie des contradictions, ce qui en fait souvent une fenêtre sur des enjeux de société. Sa mort devient souvent le symptôme d'un mal plus grand. Je vous annonce le programme brièvement. Dans L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera, le chien joue le rôle d'un tableau de vanité. Il rappelle à l'humain sa mort à venir. Dans Timbuktu de Paul Auster, je constaterai les limites du procédé narratif qui consiste à faire don de parole à l'animal. Et je vais repérer les valeurs judéo-chrétiennes qui sont tapies dans la figure du chien. Et pour finalement comparer la mort de l'animal domestique avec les tueries de chiens errants à partir du livre « Un chien mort après lui » de Jean Rollin. Alors, chien, répétition et bonheur dans L'insoutenable légèreté de l'être. Le roman a été publié en 1984 et se déroule à Prague, entre le printemps de Prague et l'invasion soviétique de 1968. Le contexte politique a souvent été qualifié de toile de fond au roman, mais je montrais que les éléments sociopolitiques sont très importants en fait pour bien cerner la figure du chien. Je vous lis tout de suite un passage. Karénine n'avait jamais vu de bon œil le départ pour la Suisse. Karénine détestait le changement. Pour le chien, le temps ne s'accomplit pas en ligne droite, son cours n'est pas un mouvement continu en avant, de plus en plus loin, d'une chose à la suivante, il décrit un mouvement circulaire, comme le temps des aiguilles d'une montre. Car les aiguilles non plus ne vont pas bêtement de l'avant, mais elles tournent en rond sur le cadran, jour après jour, selon la même trajectoire. Alors Karénine, c'est la chienne, qui se nomme en fait ainsi en souvenir du jour où Teresa est allée rejoindre Thomas à Prague. C'était à l'improviste peu de temps après leur rencontre, et elle avait un livre de Tolstoï, en l'occurrence Anna Karénine, sous le bras. Donc leur vie commune a débuté par l'arrivée inattendue de Teresa chez Thomas, qui avait pour habitude d'éviter toute vie commune avec ses amantes. Il refusait de créer une intimité avec elle. Et une précision importante, c'est que c'est Thomas qui a offert la chienne à Teresa, vraisemblablement pour lui fournir en fait ce qu'il ne pouvait pas lui-même lui donner. La fidélité, la stabilité et un amour inconditionnel. Le chien occupe donc clairement une fonction dans le roman. Combler les lacunes de Thomas pour aider ce dernier à rendre Teresa heureuse. Je vous lis un autre passage. D'ordinaire, les chiennes s'attachent davantage à leur maître qu'à leur maîtresse, mais chez Karénine, c'était le contraire. Il décida de s'éprendre de Teresa. Thomas lui en était reconnaissant. Il lui caressait la tête et lui disait « Tu as raison, Karénine, c'est exactement ce que j'attendais de toi. Puisque je n'y arrive pas tout seul, il faut m'aider. » Donc, qu'est-ce que Thomas n'arrive pas à accomplir par lui-même? C'est précisément ce mouvement circulaire, le retour prévisible du même qui, dans le roman, représente la condition d'accès au bonheur. Parce qu'en fait, Thomas est un homme insatisfait qui est toujours à la recherche de nouveautés. Il ne peut pas se contenter d'une seule femme, non pas parce qu'il poursuit un idéal féminin, mais parce qu'il se passionne pour la différence dans le même. Donc, à travers la sexualité, il cherche à découvrir ce qui rend chaque femme unique. Il poursuit sa quête de liberté, mais de manière conflictuelle, en fait, parce qu'il se trouve pris entre la légèreté et la pesanteur, entre les aventures légères et son amour durable pour Teresa. Et le chien, comme extension de l'amour de Thomas pour Teresa, tire Thomas du côté de la gravité. Comme l'horloge, le chien, il est en effet loyal, prévisible et fidèle, et il est associé donc au temps circulaire. Au fardeau aussi de l'éternel retour nietzschéen. Et l'éternel retour dans le roman, c'est ce qui, sur fond de pesanteur, permettrait à l'être de se déployer dans toute sa légèreté. Je vous cite un passage. « Si l'éternel retour est le plus lourd fardeau, nos vies sur cette toile de fond peuvent apparaître dans toute leur splendide légèreté. » Alors d'où l'ambiguïté aussi de la figure du chien. Alors, deux temporalités s'affrontent dans le roman. La temporalité de l'être humain, orientée vers l'avenir, et la temporalité circulaire de l'animal. Et seule cette dernière temporalité, selon le narrateur, peut rendre heureux, puisque, je cite, « le bonheur est désir de répétition ».
La répétition, au lieu d'être une condamnation au même, apparaît au fond comme une brèche pour échapper à ce temps qui file toujours vers l'avant, c'est-à-dire vers la mort. Et le chien a le potentiel d'atteindre le bonheur parce qu'il ignore précisément que sa vie a une fin. Une conception linéaire du temps, c'est en effet tributaire de l'anticipation de la mort à venir qui viendra rompre le cycle, le déroulant pour en faire une ligne droite avec un début et une fin. Sauf que dans le roman, Thomas vit aussi comme si la mort n'existait pas. En multipliant les aventures à croire qu'il n'y aurait pas de terme à sa vie, donc durant laquelle il pourrait connaître toutes les femmes du monde, jusqu'à ce qu'il en perce un jour le secret, il ignore la mort. Donc l'humain conscient de sa limite, c'est aussi celui qui ignore la limite. Et il faut dire qu'une conception linéaire du temps est en effet tributaire à l'échelle de l'histoire de l'idéologie du progrès qui au fond fait fi de la mort. Et donc, dans le roman, c'est l'animal qui ignore la mort, qui finit par rappeler à l'être humain sa propre fin. Donc, je l'ai dit, Karénine est en constante association aux pendules, aux horloges, aux aiguilles, et en ce sens, la chienne joue un peu le rôle d'un tableau de vanité. Lorsque Teresa apprend que Karénine est condamnée par un cancer, elle se demande même, et je cite, qui remonterait les pendules de leur journée quand ils ne seraient plus là. Mais Karénine ne mourra pas comme un chien. Sa mort ne sera ni misérable, ni souffrante, ni solitaire, parce que pour lui éviter des souffrances inutiles, le couple décide de l'euthanasier. Et puisque Thomas est médecin, c'est lui qui pratique la piqûre. Juste avant sa mort, Karénine regarde Teresa. Et je cite le passage. Ce n'était pas un regard désespéré ou triste, non, c'était un regard d'une effrayante, d'une insoutenable crédulité. Ce regard était une question avide. Et on se serait presque attendu à autre chose, en fait, suite à insoutenable. Et à effrayant, ce serait le mot lucidité qui, il me semble, tout naturellement aurait pris place. On peut donc se demander qu'est-ce qui est intolérable pour Teresa. Est-ce l'innocence du chien devant la mort qui arrive et qu'il ne voit pas venir, ou au contraire le pressentiment qu'il a de sa mort prochaine? Maria Esther Maciel, dans un article intitulé « Quand un chien meurt », elle penche pour cette deuxième interprétation. Elle écrit « Devant un regard comme celui-là, une question se pose. Que savent de fait les chiens et aussi les autres animaux sur nous humains? Que sont-ils capables de nous demander sans parole? Étant donné que nous, humains, nous sommes incapables d'arriver par les raisons à une réponse, il nous faut un exercice d'imagination qui nous permette de nous mettre dans leur peau pour capturer par les sens quelque chose qu'ils disent sans réellement le dire. En fin de compte, les êtres humains ont aussi un savoir propre sur ce qu'ils regardent. Même si on ne partage pas un langage commun, la communication avec eux ne devient possible que par d'autres voies et non pas à travers les mots articulés. Donc le savoir propre à l'être humain serait entre autres linguistique, sans pour autant impliquer que ce soit le seul moyen par lequel on peut parvenir à une certaine connaissance de la mort. Et l'autrice va même jusqu'à dire, et je cite, que le regard de Karénine, qui semblait pressentir sa mort prochaine, dément l'assertion de Heidegger qui réserve le mourir aux êtres dotés de langage. Et en effet, rien qu'en employant le mot « regard », il y a là une contradiction de la position heideggerienne qui stipule que l'animal soit dépourvu donc de logos, de travail, de la main, du regard et de la mort. Tout ça forme une chaîne qui va ensemble. Pour ma part, j'interprète aussi cette scène dans le sillage d'une légèreté qui devient insoutenable, comme cela se présente à plusieurs reprises dans le roman. La légèreté, en fait, elle est associée à l'Occident et à la quête de liberté individualiste, tandis que la pesanteur représente plutôt la stabilité, l'attachement à l'autre, le collectif. Et elle est plutôt associée aux valeurs soviétiques. Et le regard du chien devant la mort incarne en fait le double revirement qui traverse tout le livre. C'est la légèreté occidentale qui devient parfois insoutenable et la gravité soviétique qui tourne au ridicule. Donc le regard du chien se situe entre l'insoutenablement léger et la gravité ridicule, crédule, d'où le syntagme insoutenable crédulité. D'ailleurs, Teresa vit la gravité du deuil de son chien comme illégitime, en craignant toujours d'être tournée en ridicule. Il n'est pas non plus anodin que la mort de Karénine arrive à Prague plutôt qu'en Suisse. Donc tout juste après le retour de Thomas et de Teresa, qui avaient émigré en Suisse suite à l'invasion russe. Donc ce départ était censé être définitif, mais Teresa ressent le besoin de retourner à Prague à la fin du roman. Là, en fait, où les attendent les arrestations, la lourdeur, la violence et la mort. Donc le chien, je l'ai dit, c'est l'incarnation de l'éternel retour dans lequel la pesanteur peut faire apparaître la vie dans toute sa légèreté. Et donc il laisse en mourant les personnages avec le fardeau de la seule pesanteur, de la lourdeur. Et suite à sa mort, Thomas renoncera à ses infidélités
et il se retrouve à choisir la pesanteur d'un amour exclusif plutôt que la légèreté des aventures éphémères. Et donc, on pourrait dire qu'avec Karénine, c'est aussi la légèreté qui meurt. Teresa pense aussi que, et je cite, « l'amour qui la lie à Karénine est meilleur que l'amour qui existe entre elle et Thomas ». La crédulité de l'animal, c'est aussi la condition de cet amour meilleur qui est qualifié d'idyllique. Idyllique parce que, contrairement à l'être humain, et je cite, « l'animal n'a pas été chassé du paradis ». Le chien, parce qu'il a pour fonction de combler donc un besoin affectif que Teresa ne peut pas obtenir auprès de Thomas, il est soumis, bien sûr, à l'exigence de l'amour inconditionnel. Et Donna Haraway critique la projection de ce fantasme d'amour inconditionnel sur le chien dans son manifeste des espèces de compagnie. Elle dit que ça relève d'un fantasme névrotique rarement pardonnable et elle va même jusqu'à le qualifier de narcissisme cynophile. Pourquoi? Parce que selon elle, l'être humain nierait ainsi les particularités du chien et les différences interespèces, en utilisant justement l'animal pour combler un besoin narcissique. Il s'agit d'ailleurs d'un fantasme propre aux sociétés individualistes occidentales, ce qui fait pencher un peu la figure du chien du côté de la légèreté. Mais Teresa précise aussi que l'amour entre elle et Karénine, il est meilleur et non plus grand que son amour avec Thomas. Et cette nuance semble relever d'une considération pour les différences interespèces. Le narrateur évite en fait de comparer quantitativement l'amour entre être humain et l'amour entre humain-animal pour aller vers une comparaison qualitative. Et contrairement à la fonction qu'attribue Thomas au chien, en fait, Teresa, elle dit que son amour, il est désintéressé. Elle dit, le narrateur écrit, Teresa ne veut rien de Karénine. Elle n'exige même pas d'amour. Alors, il faut aussi dire que la figure du chien, dans sa comparaison avec l'être humain, reproduit une logique manichéenne qui oppose le bien au mal, qui est incarnée par la corruption de l'homme versus l'innocence de l'animal. Parce que Karénine est carrément comparée à Adam. Le narrateur explique que le paradis correspond à la temporalité circulaire. Donc, la vie au paradis ne ressemblait pas à la course en ligne droite, qui nous mène dans l'inconnu. Ce n'était pas une aventure. Elle se déplaçait en cercle, entre des choses connues. Sa monotonie n'était pas ennui, mais bonheur. Donc, le chien serait demeuré dans cette temporalité paradisiaque, originaire, tandis que l'être humain serait devenu humain en s'expulsant du paradis et en entrant dans un temps linéaire. Le narrateur dit aussi que l'être humain est lié à ce paradis perdu par la nostalgie, qui serait le désir de l'homme de ne pas être homme. Par rapport à ça, il est intéressant de remarquer que la maladie du chien, le cancer, c'est aussi le faux prétexte que la mère de Teresa utilise pour que cette dernière vienne la voir. Et Teresa et sa mère sont pas en bons termes. Elle reproche à cette mère son impudeur, son incapacité à ressentir la honte. C'est une femme qui vit un peu comme un chien dans un jardin d'Éden. Elle incarne la bestialité en se promenant nue sans gêne et en tournant la pudeur de sa fille en ridicule. Et ce jardin d'Éden correspond en partie à l'idéal communiste de l'égalité entre tous et entre toutes et d'une certaine fusion des êtres dans le collectif. Et dans cette perspective, la mort du chien symbolise aussi la mort de cet idéal soviétique qui se révèle finalement mortifère, duquel il ne subsiste plus que la pesanteur. Et en parlant du régime communiste, le narrateur écrit « Plus tard, il devait être clair comme le jour que le paradis n'existait pas et que les enthousiasmes étaient donc des assassins. » Alors, j'en viens à ma section « Chien, Dieu et injustice » dans Timbuktu. Donc, il y a dans ce roman une logique manichéenne similaire qui oppose l'humain corrompu et l'animal innocent. C'est un roman de Paul Auster publié en 1999 dans lequel le narrateur suit un chien nommé Monsieur Bones qui est devenu errant suite à la mort de son maître. Et il nous raconte ses pérégrinations. Mais l'anthropomorphisation à l'œuvre tout au long du roman finit par produire une inversion. C'est le chien qui est corrompu, tandis que l'humain incarne l'innocence. Alors Monsieur Bones, il n'a pas véritablement le don de parole. Il ne peut pas articuler des paroles, mais il comprend le langage humain et peut réfléchir avec les mots. C'est pourquoi le narrateur peut nous rapporter ses pensées. Et il possède une conception de la temporalité qui est linéaire, il est conscient de sa mortalité, il anticipe sa fin, comme celle des autres d'ailleurs, tout au long du roman. Et le titre du livre renvoie à la croyance du chien en une vie après la mort, et donc à l'acquisition d'une culture et d'une symbolique chez l'animal qui lui a été transmise par son maître, nommé Willy. Donc, ce dernier lui a longuement parlé de l'autre monde avant de mourir. At one point, Willy described it as an oasis of spirits.
At another point he said, "Where the map of this world ends, that's where the map of Timbuktu begins." In order to get there, you apparently had to walk across an immense kingdom of sand and heat, a realm of eternal nothingness. Mr. Bones had trouble imagining what life would be like in such a place, but Willie talked about it with such longing, with such pangs of tenderness reverberating in his voice, that the dog eventually gave up his qualms. Timbuktu. By now, even the sound of the word was enough to make him happy. Alors, dans ce passage, Monsieur Bones apparaît moins naïf que son maître, qui lui ne doute pas du tout de l'existence du paradis. Et si le chien finit par y croire lui aussi, c'est en fait parce qu'il a besoin de croire à l'existence de cet autre monde pour être réuni à son maître décédé. Et il envisage parfois la possibilité que ce paradis n'admette pas les chiens. Et ces doutes donnent lieu à une inconcevable horreur qu'il saisit à chaque fois qu'il y pense. Les angoisses métaphysiques apparaissent donc comme le prix à payer pour avoir accès au langage humain. Et il y a une forme de corruption du chien par le langage, dans le langage, à l'œuvre dans le roman. Corruption qui culmine par le suicide du chien. En voulant retrouver son maître au paradis, il joue à traverser l'autoroute jusqu'à ce qu'il se fasse frapper. Et il invente ce jeu qu'il nomme Dodge the Car, saut de voiture, pour camoufler son suicide en accident et ne pas déplaire à son maître. All he had to do was step into the road, and he would be in Timbuktu. He would be in the land of words and transparent toasters, in the country of bicycle wheels and burning deserts where dogs talked as equals with men. Willie would disapprove at first, but that was only because he would think that Mr. Bones had gotten there by taking his own life. But Mr. Bones wasn't proposed anything as vulgar as suicide. He was merely going to play a game, the kind of game that any sick and crazy old dog would play. And that's what he was now, wasn't it? A sick and crazy old dog. Alors, j'attire d'abord votre attention sur l'accès au langage, perçu comme condition suffisante et nécessaire pour l'instauration d'une relation égalitaire entre les espèces. Or, il me semble que cette parole ne concède pas réellement au chien une agentivité, puisqu'elle fait de lui un homme, en évacuant les spécificités de l'espèce canine. Et le don de parole à l'animal ne va pas nécessairement de pair avec l'expression d'une altérité radicale. Parce que même si le roman fait place à un long passage, par exemple, qui évoque le rapport aux odeurs, central, comme on le sait, chez l'espèce canine, et que le narrateur tente d'imaginer un rapport au monde qui serait olfactif, le don de parole va plutôt de pair avec une anthropomorphisation. Par exemple, ce chien qui est un mâle développe des désirs envers les femmes humaines, ce qui nous éloigne au fond de la bestialité. Et dans ce passage, l'anthropomorphisation du chien est maintenant complétée, et il est en mesure d'accomplir l'acte le plus humain qui soit, le suicide. Or, le chien veut préserver l'innocence de son maître, qui le croit incorruptible. Et c'est là que les rôles s'inversent vraiment. D'un côté, le chien corrompu, qui veut attenter à sa vie, et de l'autre, l'humain innocent, qui croit encore à la pureté du chien. Et Willie va jusqu'à le comparer à un ange venu du ciel. Not only did he feel protected now, and not only was he glad to have someone to talk to, and not only did it comfort him to have a warm body to curl up against at night, but after living with the dog at such close quarters for so many months, Willie had judged him to be wholly and incorruptibly good. It wasn't just that Willie knew that Mr. Bones had a soul. He knew that soul to be better than other souls, and the more he saw of it, the more refinement and nobility of spirit he found there. Was Mr. Bones an angel trapped in the flesh of a dog? Willie thought so. After 18 months of the most intimate, clear-eyed observations, he felt certain of it. How else to interpret the celestial pun that echoed in his mind day and night? To decode the message, all you had to do was hold it up to a mirror. Could anything be more obvious? Just turn around the letters of the word dog, and what did you have? The truth, that's what. Cet ange enverrait-il un message à l'humanité, par exemple, aimez-vous les uns les autres? Peut-être parce que ce passage fait écho à l'idée de l'animal qui n'aurait pas été chassé du paradis dans l'insoutenable légèreté de l'être, et dont la mort serait une sentence injuste, une punition imméritée, puisqu'il n'y a pas eu de péché originel.
Et à première vue, le vocabulaire religieux associé au chien entre en contradiction avec des expressions comme mourir comme un chien, avoir une vie de chien, c'est un métier de chien, avoir un mal de chien, etc. Alors, je me suis demandé comment le chien peut être à la fois comparé à un ange venu du ciel et ainsi incarner une sorte de supériorité qui appartient au théologique, tout en servant d'injure. Et l'idéalisation du chien n'empêche pas la cruauté humaine à son égard. Au contraire, ça semble l'élever un peu au rang de martyr. Il devient le martyr d'un idéal de bonté. Et la figure du chien incarne en fait tout le mythe judéo-chrétien de la rédemption par la souffrance. Dans Timbuktu, tel Dieu envoie son fils pour venir sauver l'humanité du mal, Willy voit le mot dog comme un message de bonté venu du ciel. Et il dit, If God has sent his son down to earth, why wouldn't an angel come down to earth in the form of a dog? Le chien peut ainsi se comparer au Christ, toujours fidèle, prêt à se sacrifier pour l'homme, à le sauver en lui accordant son amour infini et universel. Dans Timbuktu, le narrateur évoque aussi le chien comme métaphore, qui serait le chien en tant que symbole des opprimés. Ça me permet de faire le pont avec le 3e livre, Un chien mort après lui. Parce que c'est précisément sur les traces de ce symbole que Jean Rollin parcourt le monde dans son livre publié en 2009. Alors, le premier chapitre se passe au Turkménistan et le dernier à Moscou. Le narrateur se promène à travers le monde, en passant par Bangkok, par le Mexique, le Chili, le Liban, Haïti, la Tanzanie, les déserts australiens. C'est un récit de voyage de style essayistique. L'auteur mobilise des théories sur la domestication des chiens, des références littéraires, notamment Flaubert qui a écrit sur les chiens errants au Caire, et on s'éloigne avec Jean Rollin d'une relation idyllique entre l'être humain et son compagnon canin, parce que ce n'est pas tant le chien domestique qui l'intéresse, mais bien les meutes de chiens, désignés comme chiens féraux. Alors, sur ce mot, je vous cite un passage, il dit « Il s'agit d'un anglicisme », ou plus précisément d'une importation de l'adjectif anglais « feral », qui désigne un animal domestique retourné à l'état sauvage. Quand je vous dis qu'on s'éloigne d'une relation idyllique, dès le premier chapitre, le narrateur se fait attaquer par un chien sur le rivage de la mer Caspienne, et il réussit à s'en sortir indemne grâce à un morceau de ferraille qu'il brandit en guise de défense. Dans le 2e chapitre, il évoque sa lecture d'un livre de Gurevitch sur le génocide du Rwanda, dans lequel il parle des chiens qui dévoraient les morts. Et il paraît donc que les chiens ont été abattus pour cette raison et que leur présence s'en trouve aujourd'hui grandement diminuée au Rwanda. Jean Rollin note aussi, et je cite, que les scènes de dévoration par les chiens sont presque monnaie courante dans la littérature de fiction. Dans l'Iliade, par exemple, toutes les occurrences de chiens errants sont relatives au sort des héros laissés sans sépulture. C'est-à-dire que les chiens errants représentent une menace post-mortem pour l'être humain. Et il en vient donc à dire que le chien errant est associé au désordre, à la discorde et à la guerre. En quoi? C'est ce que je vais essayer de comprendre. Donc, il faut remarquer que c'est le chien féral et non le chien domestique qui meurt en fait comme un chien. Il meurt dans la solitude, dans l'anonymat, il n'a pas de nom et son corps n'est pas enterré mais jonche les routes, et sa mort est douloureuse, violente, lorsqu'elle est provoquée par l'être humain, ce qui arrive souvent. Alors, à quoi s'attaque-t-on quand on tue le chien? Je vous lis un passage historique rapporté par Jean Rollin. Arnaud Exbalin, un Français qui prépare une thèse sur la naissance de la police à Mexico, soutient que lors de la grande Matanza de Perros, tuerie de chiens perpétrée en 1798 dans la capitale mexicaine, l'une des premières et des plus systématiques, en l'absence d'épidémie de rage, c'est symboliquement tout le vagabondage, et pas seulement celui des chiens, qui était visé. Il souligne que le vocable utilisé à l'époque, et aujourd'hui encore parmi d'autres, pour désigner le chien errant, perro bago, assimile celui-ci au vagabond tout court, el bago. Quant à la croisade de 1798, elle aurait été sinon prêchée, du moins encouragée par un prêtre qui reprochait aux chiens la plupart des vices également imputés à la plèbe, tels la paresse, la lubricité ou l'habitude, peut-être plus spécifiquement canine, de vomir et de chier dans les églises. Alors, le sang du chien pourrait-il racheter les péchés de l'humanité? En purifiant la ville des chiens, ce sont bel et bien des péchés humains qu'on tente de racheter. Et la violence employée contre les chiens est ici une violence redirigée de l'être humain vers l'animal.
Et cette analyse d'Arnaud Exbalin fait écho à un passage de L'insoutenable légèreté de l'être. Le narrateur de Kundera rapporte vers la fin du roman un épisode historique dont Teresa se souvient avec horreur. C'était lors des 2 premières années suivant l'invasion soviétique, et les journaux ont commencé à revendiquer une extermination des animaux errants de la ville. Donc d'abord les pigeons, ensuite les chiens. Et le narrateur remarque l'obsession des journalistes pour les animaux errants, et il explique ainsi. Il fallait souder, entretenir, tenir en alerte leur agressivité. Il fallait l'entraîner contre une cible provisoire. Cette cible, ce fut les animaux. Donc, l'élimination des chiens errants serait une tentative pour recréer une forme de cohérence à travers l'assouvissement collectif d'une pulsion agressive. Et sous prétexte de préserver la santé et la sécurité de la population des animaux potentiellement nuisibles, vecteurs de maladies comme la rage et dangereux, on procède alors à des campagnes d'abattage. Mais ce que nous dit le narrateur, c'est qu'au fond, l'objectif est tout autre. Il s'agit bel et bien d'évacuer un surplus d'agressivité, qui ne trouve pas d'échappatoire. Dans les périodes d'instabilité politique, lorsque des bouleversements sociaux sont à l'œuvre et que les anciens repères s'effondrent, qu'il faut recréer une nouvelle cohérence, les animaux endosseraient donc le rôle de bouc émissaire. C'est du moins l'explication qu'en donne le narrateur de Kundera. Les gens étaient encore traumatisés par la catastrophe de l'occupation, mais dans les journaux, à la radio, à la télé, il n'était question que des chiens qui souillaient les trottoirs et les jardins publics, qui menaçaient ainsi la santé des enfants et qui ne servaient à rien, mais qu'il fallait pourtant nourrir. On fabriqua une véritable psychose, et Teresa redoutait que la populace excitée ne s'en prît à Karénine. 1 an plus tard, la haine accumulée, d'abord pointée sur les animaux, fut pointée sur sa véritable cible, l'homme. Les licenciements, les arrestations, les procès commencèrent, les bêtes pouvaient enfin souffler. Alors cette tuerie de chiens errants, qualifiée de psychose collective, s'interprète dans le roman comme un véritable phénomène de masse. Et je vous présente brièvement les analyses de Canetti dans Masse et Puissance, qui vont me permettre de comparer les passages des livres de Jean Rollin et Kundera. Alors pour Canetti, tout ordre laisse chez celui ou celle qui le reçoit un aiguillon dont il faut ensuite se débarrasser. Et l'auteur cherche la forme la plus archaïque du mot d'ordre humain dans l'ordre de fuite chez l'animal et en vient à la sentence de mort contenue par le rugissement du prédateur, qui ordonne à la proie de prendre fuite. L'ordre le plus ancien, en conclut-il, est une condamnation à mort et contraint la victime à la fuite. Alors, selon lui, il ne faudrait pas oublier l'origine archaïque, c'est-à-dire l'origine biologique de l'ordre donné d'humain à humain, qu'il appelle ordre domestiqué. Parce que tout ordre verbal cache, en fait, selon lui, une sentence de mort qui lui est inhérente. Et ce qu'il appelle aiguillon correspond au reste de cet ordre, qui nous vient du dehors et qui pourrait être comparé à un corps étranger venant se loger dans la personne qui l'a exécuté. Et en obtempérant, on ne se débarrasserait pas de l'aiguillon, mais au contraire, ce dernier s'enfoncerait plus profondément dans notre être. Et il dit, il n'est pas de réalité psychique plus immuable. Donc la seule manière de s'en décharger consisterait à reproduire la situation en l'inversant, ce qui permettrait d'extirper de soi l'aiguillon et de le relancer à son tour pour s'en délivrer pour de bon. Donc, pour se délivrer des aiguillons, le renversement de situation devrait pouvoir créer une équivalence. Et l'un des moyens de créer cette équivalence et de disperser les aiguillons individuels, ce serait dans la masse. Et plus précisément dans ce qu'il appelle la masse de renversement, et je cite, qui se constitue en de nombreux individus en vue d'une délivrance collective de ces aiguillons d'ordre auxquels ils sont livrés sans espoir en tant qu'individus. C'est là que se produirait le renversement où la classe inférieure devient majoritaire et supérieure par la masse. Autre chose, c'est que pour Canetti, la mort est un mal absolu. Pourquoi? Parce qu'elle est instrumentalisée comme pouvoir politique. Et comme je l'ai dit, pour lui, tout rapport de pouvoir implique en fait une menace de mort sous-jacente. Et il va jusqu'à dire ce qu'une société démocratique fait en introduisant la procédure du vote, ce n'est rien d'autre que renoncer à employer la mort comme moyen. La solennité de toutes ces opérations découle du renoncement à la mort comme instrument de décision. La mort est en quelque sorte écartée par chaque bulletin individuel, mais le résultat qu'elle aurait obtenu, la force de l'adversaire, est consciencieusement consigné par un chiffre. Quiconque joue avec les chiffres, les efface, les falsifie, réintroduit la mort sans le savoir. Donc il précise bien que si la mort est exclue du scrutin, elle est en quelque sorte sublimée dans le chiffre. La bataille a pour issue le chiffre et prend la place de la guerre qui aboutit à des morts. Et donc, elle peut être réintroduite à tout moment. C'est en ce sens que pour lui, tout rapport de pouvoir, même lorsqu'il a renoncé à tuer,
contient en latence une menace de mort. Et donc, à la lumière de ces analyses, 2 hypothèses me paraissent envisageables pour expliquer le phénomène des tueries de chiens. Dans le roman de Kundera, la campagne d'abattage est interprétée par le narrateur comme un phénomène de masse. Avant de trouver sa cible véritable, qui est humaine, la population tenterait de se décharger des aiguillons sur les animaux. Mais ça échoue, faute d'équivalence, et il faut passer à l'extermination des pigeons, qui ne semblent pas satisfaire la masse, qui s'attaquent alors aux chiens avant de se porter sur les humains. Et on finit par procéder aux arrestations. Mais on peut se demander, est-ce vraiment la population qui trouve un exutoire dans ces campagnes d'abattage, ou n'est-ce pas plutôt une démonstration de puissance de la part d'un pouvoir totalitaire, comme dans l'épisode historique des Matanzas des Perros? Donc, dans l'épisode historique rapporté par Rollin, il y a en effet une véritable instrumentalisation de la mort. On tue les chiens en guise de menace, pour démontrer son pouvoir. La tuerie de chiens remplace la tuerie de vagabonds, mais pour promulguer un avertissement. Voici ce qu'on pourrait faire si on le voulait aux vagabonds de la ville. Et il s'agit bel et bien, je crois, de faire voir la menace de mort sous-jacente à tout rapport de pouvoir, de montrer qu'elle peut être introduite à tout moment. Autrement dit, ce serait une manière de policer la ville. Arnaud Exbalin semble pencher pour cette hypothèse également, dans son article où il écrit « On exécute les chiens car ce serait une manière de rendre tangible et visible l'exercice du pouvoir politique. » C'est en ce sens-là que les tueries de chiens sont bel et bien le symptôme d'enjeux de société, ce qui expliquerait qu'elles surviennent dans des périodes chaotiques pendant les guerres et le totalitarisme. Alors pour conclure, je dirais que la fiction pense difficilement le chien pour lui-même, sans doute à l'image de sa place dans la société. Signifiant politique lorsque devenu errant, son côté obscur est mis de l'avant, surface de projection pour les fantasmes d'amour inconditionnel de l'être humain quand il est domestiqué, il semble difficile de se mettre à sa place. Sans doute parce que ce dernier se situe hors du langage. Et d'après mes observations, c'est plutôt le chien qui est mis à la place de l'être humain, que l'inverse. Même et peut-être surtout comme dans Timbuktu, on tente de lui donner la parole. Alors on peut se demander, le langage nous éloigne-t-il du chien et de la mort? Il faudrait probablement analyser bien d'autres œuvres pour y répondre. Et je terminerai en disant que le chien fait certainement écho à un désir d'universalité. Et je vais vous citer un dernier passage du livre de Jean Rollin. « Il n'y a pas de voix humaine, écrit Malaparte, qui puisse égaler celle des chiens dans l'expression de la douleur universelle. Aucune musique, pas même la plus pure, ne parvient à exprimer la douleur du monde aussi bien que la voix des chiens. » Merci.